Existe-t-il ou peut-il exister des meurtres pour la bonne cause? Vous avez peut-être déjà entendu parler d'Uchronie qui tente d'imaginer ce que serait notre monde s'il était possible de remonter le temps pour assassiner Hitler dans son berceau par exemple. Faudrait-il le faire? Seriez-vous prêt à le faire? Peut-on justifier un assassinat s'il peut sauver l'humanité? C'est justement la question dont on va parler dans cette vidéo, qui est aujourd'hui sponsorisée par l'application Nextory à l'occasion de la sortie de la série audio adaptée du best-seller Impact d'Olivier Norek. Alors avant de passer à la suite de la vidéo où je vous parlerai du cas de Theodor Kaczynski, dit le Unabomber, laissez-moi vous présenter Nextory. Cette application, vous la connaissez peut-être avant sous le nom de YouBooks. En fait, le principe est super simple et super cool. C'est la seule application française de lecture en streaming qui va vous donner accès à tous les formats de lecture, que ce soit des e-books, des audiobooks, des BD, des séries originales comme pour Impact, dont je vais vous parler juste après, mais aussi des magazines et la presse. C'est super varié, il y en a pour tous les goûts et ce que j'aime bien c'est que l'algorithme comprend vite quel style de lecture vous plaise et donc il va venir vous proposer d'autres œuvres qui peuvent vous intéresser parce que avec un catalogue qui compte plus de 250 000 titres, il y a largement de quoi faire et parfois on sait pas trop par où commencer donc c'est quand même cool d'avoir des suggestions. Perso, je suis évidemment ravie d'avoir plein de nouveaux polars à découvrir. C'est typiquement le genre de choses que j'aime bien lire le soir dans mon lit avant de m'endormir. Et n'essayez même pas de commencer à me juger parce que je sais que vous êtes plein à écouter du true crime juste avant d'aller vous coucher vous aussi. Mais ce que j'aime beaucoup aussi, c'est l'accès aux magazines, genre les quotidiens d'actualité, parce que personnellement, je regarde jamais les informations. Ma source principale pour rester un peu connectée au monde extérieur, c'est souvent Twitter. Donc là, j'aime bien le fait de pouvoir accéder à des vrais articles pour me tenir informée et le fait d'avoir l'appli sur mon téléphone, c'est franchement ce qui fonctionne le mieux pour moi, parce que je vous avoue que je suis un petit peu accro à mon écran. Mais du coup, si ça peut me permettre de faire des trucs un petit peu plus constructifs que de traîner sur des réels ou des reposts de TikTok, ça fait du bien à ma conscience. Alors, comme je vous le disais, Nextory m'a contactée pour me proposer ce partenariat et j'ai tout de suite accepté parce que je suis vraiment convaincue par leur application. Mais s'ils m'ont sollicité moi plus particulièrement, c'est pour vous parler de leur nouvelle série originale qui est donc une adaptation en immersion audio du best-seller d'Olivier Norek. Écoutez Impact, une série audio Nextory. D'après le roman d'Olivier Norek, prenez une grenouille et plongez-la dans un bocal rempli d'eau chaude à 40 degrés. À cette température, elle fera tout pour s'enfuir. Recommencez l'expérience, mais cette fois-ci avec une eau à 15 degrés que vous réchauffez d'un demi-degré par minute. La grenouille aura tout le temps de s'habituer, jusqu'à mourir de chaleur. J'imagine que les grenouilles, c'est nous. Et le bocal, notre planète, capitaine Modis. Écoutez Impact sur Nextory. Petite parenthèse sur le format de cette adaptation qui est un petit peu différente de ce qu'on trouve classiquement dans un audiobook. Là, c'est vraiment une réécriture du texte. Donc par exemple, on va pas vous lire des descriptions. Tout est joué par des acteurs français que vous connaissez probablement. Il y a Chérine Boutella qui a cartonné récemment dans Lupin. Il y a Alexis Michalik que perso j'ai grave kiffé dans Le Chant du Loup. Ou encore Arthur Dupont que vous avez peut-être vu dans Bus Palladium ou encore dans Osmosis. Bref, c'est un format hyper agréable à suivre. Quand je l'ai écouté, au final, j'ai plus eu l'impression d'avoir regardé une série que d'avoir écouté un podcast. C'est bizarre parce qu'il n'y a aucune image, mais je sais pas trop comment vous l'expliquer. C'est tellement bien fait qu'on projette complètement et c'est une véritable immersion. Les 5 épisodes durent environ 20 minutes chacun, donc ça fait l'équivalent d'un film ou d'une mini-série. Personnellement, j'aurais pas été contre avoir un développement sur encore un peu plus de temps. Je dirais que ça a peut-être été ma petite frustration concernant la série, mais bon, c'est une toute première expérience pour Nextory. Maintenant pour ce qui est de l'histoire d'Impact, en gros, le point de départ c'est celui du combat d'un homme blessé qui s'appelle Virgile Solal. Il vit un drame personnel à cause de la pollution et cet événement va lui faire prendre conscience de la crise écologique dans laquelle nous nous trouvons. Et il va réagir d'une manière complètement extrême puisqu'il décide d'user de la violence pour faire passer son message et promouvoir les solutions radicales qu'il propose pour sauver l'humanité. En parallèle, on va aussi suivre le parcours de 2 autres personnages, Nathan Modis et Diane Meyer, qui forment un duo flic-psychologue qui traque Solal, mais qui vont peut-être être amenés à se sentir déstabilisés par le combat du terroriste écolo et à des dilemmes de conscience. Bref, vous le comprenez, c'est une série audio qui tombe très à pic dans notre actualité.
On parle de plus en plus de la crise écologique, c'est d'ailleurs un point qui a beaucoup été évoqué par les différents candidats à la présidentielle, et c'est vrai que ça amène à beaucoup de questions sur ce qu'on veut réellement pour notre avenir, sur notre système économique, notre système social, sur les valeurs de notre société et de la République. En gros, Impact, c'est pas qu'un polar, ça va aussi vous amener à réfléchir à ces questions qui sont juste essentielles. Si jamais vous avez envie d'aller découvrir cette série audio ou même d'autres lectures sur Nextory, je vous invite à vous rendre dans la barre d'informations qui se trouve juste en dessous. C'est là-bas que vous retrouverez le lien pour vous rediriger vers l'appli et vous pourrez bénéficier avec le code Sonia Impact d'un mois offert à l'offre Premium qui est vraiment la formule la plus complète qui vous donne accès à tout le catalogue. Alors un grand merci à Nextory pour avoir sponsorisé cette vidéo et merci à tous ceux d'entre vous qui iraient découvrir cette application parce que c'est aussi grâce à vous et à la confiance que vous me donnez que j'ai des opportunités comme celle-ci. Et maintenant on va pouvoir passer à l'histoire de Theodor Kaczynski. Theodor Kaczynski, c'est un terroriste américain, plus connu sous le nom du Unabomber, qui a mené seul des attaques à la bombe pendant 18 ans sur le territoire des États-Unis. Il agissait pour des raisons idéologiques que je vous expliquerai plus tard dans la vidéo, et il est très connu parce qu'il a donné lieu à la plus coûteuse chasse à l'homme de l'histoire du FBI. Alors je vais pas reprendre en détail tous les faits et les attaques qui ont été menées par Kaczynski, je vais me permettre dans cette vidéo de les résumer pour qu'on puisse plus vite passer à son profil psychologique, puisque c'est vraiment ce qui va faire le cœur de cette vidéo. Sachez qu'il y a eu une série qui a consacré sa première saison à cette affaire, elle s'appelle Manhunt et elle est disponible sur Netflix. Moi je l'avais vue au moment de sa sortie en France, mais franchement je l'ai pas trouvé incroyable. Il y a un peu trop de liberté scénaristique et même de manière générale j'avais pas trop aimé comment c'était tourné, mais bon, je vous le signale quand même son existence si ça vous intéresse. Et par contre il y a un documentaire en 4 épisodes qui est pas mal, dont je me suis d'ailleurs servi pour l'écriture de cette vidéo, donc à choisir je pense qu'il vaut mieux regarder ça que la série. Alors avant même de commencer à vous parler de Kaczynski, je voudrais dire 2 mots sur le qualificatif de terroriste et pourquoi on ne parle pas de tueur de masse dans ce cas-ci. C'est vraiment un point de terminologie, mais voilà, le Unabomber il ne rentre pas dans la définition stricte du tueur de masse qui généralement tue plusieurs personnes. Ça dépend des définitions, mais c'est au moins 2 ou 3 en un espace temporel très restreint, on va dire en général moins de 24 heures. Là, à l'inverse, lui, au cours de ses 18 années d'attaque, il a envoyé 16 bombes, il a tué 3 personnes et fait 23 victimes supplémentaires. Donc on observe plutôt une série de meurtres et de tentatives de meurtre, espacées les unes par rapport aux autres, ce qui correspond plus finalement à la définition qu'on fait généralement du tueur en série. Mais là encore, on peut noter qu'il n'est pas tellement sur un profil de tueur en série classique. La différence la plus notable, elle se trouve dans le mode opératoire puisque Kaczynski n'a aucune proximité physique avec ses victimes, il tue à distance en envoyant des bombes et il est même pas présent, même pas au loin pour les voir exploser. Le terme de terroriste est donc tout à fait justifié et on pourrait par exemple dire que Theodor Kaczynski était un tueur en série terroriste, comme Anders Breivik était lui un tueur de masse terroriste. Theodor Kaczynski est né le 22 mai 1942 à Chicago, dans l'Illinois. Il est le fils aîné de Theodor Kaczynski Sr. et de Wanda Dombeck, et il a eu un petit frère David de 7 ans de moins que lui. Les parents de Theodor étaient issus de la classe moyenne, sa mère était, durant l'enfance des 2 garçons, une femme au foyer, tandis que le père, lui, travaillait dans une usine de saucisses. La famille n'a pas connu de difficultés financières particulières. L'enfance de Theodor est marquée par plusieurs points importants à mentionner. Il y a tout d'abord une hospitalisation de plusieurs jours lorsque l'enfant est âgé de 9 mois suite à une réaction allergique.
L'hospitalisation en elle-même s'est bien passée et aucune séquelle physique n'a été notée pour l'enfant, mais Wanda, la mère de Théodore, a toujours considéré que ça a été un épisode traumatique pour son fils. En effet, à cause des pratiques hospitalières de l'époque, le bébé a été séparé de sa mère pendant plusieurs jours à ce moment-là, et lorsqu'elle l'a retrouvé, elle a remarqué que son fils était devenu plus renfermé, moins réceptif aux contacts sociaux et qu'il avait développé une anxiété à chaque nouvelle séparation. Bien que Théodore ne puisse pas se souvenir de cet événement, il est possible que ce trauma de la petite enfance ait laissé des séquelles sur son psychisme et créé une angoisse de séparation qui aura un impact sur le reste de son développement. Pour le reste, il est souvent dit que Théodore était un petit garçon éveillé, qui s'est bien développé, voire même qui était en avance sur les autres enfants de son âge. C'était apparemment un enfant brillant. Pourtant, Wanda remarque que quelque chose cloche. Selon elle, son fils n'est pas à l'aise avec les autres enfants, elle dit même il jouait à côté des autres enfants plutôt qu'avec eux. Elle note également qu'il semble développer une crainte pour les autres personnes, les adultes, et pour les bâtiments. Même s'il est difficile de l'affirmer, on peut supposer qu'il existe là un lien entre le traumatisme de son hospitalisation, où il s'est retrouvé seul dans un milieu froid, avec des gens qu'il connaissait pas. La famille déménage à plusieurs reprises durant l'enfance de Théodore, de façon plutôt positive puisqu'à chaque fois c'est pour s'installer dans des logements de plus en plus spacieux et confortables. Ils restent cela dit toujours dans la classe moyenne, mais leur niveau de vie s'améliore progressivement. Bien plus tard, après son arrestation, Kaczynski racontera qu'il n'a pas subi de maltraitance physique durant son enfance, mais il considère avoir subi des abus verbaux et émotionnels importants. Sauf qu'il dit qu'il n'en a pris conscience qu'à l'âge de 20 ans. Je vous dis bien considère parce que, on va le voir par la suite, c'était peut-être pas réellement le cas. D'ailleurs, en 1959, lorsqu'il avait pour devoir d'écrire sa biographie à l'université, il écrivait qu'il avait eu une enfance sans incident, qu'il était parfois un peu rebelle avec ses parents qui, eux, restaient plutôt indulgents et que leur relation était globalement affectueuse. Il va même plus loin en disant qu'adolescent, il était probablement très difficile à vivre et que ses parents étaient, à certains égards, généreux et désintéressés. Mais comme on le verra par la suite, cette version des faits va pas mal changer. Parallèlement, au niveau scolaire, Théodore Kaczynski est plutôt du côté des bons élèves, voire des très bons. Selon lui, il aurait passé des tests d'intelligence qui lui auraient attribué le score de 160 à 170 points de QI, et bien qu'il n'existe aucune trace d'une telle évaluation, ce qui semble en tout cas vrai, c'est qu'il était en avance sur le plan intellectuel, ce qui l'a conduit à sauter 2 classes, donc l'une en primaire et l'autre au lycée. Il termine donc ses études secondaires avec 2 ans de moins que ses camarades, ce qui, toujours selon lui vaut d'être moqué, malmené et même harcelé par les autres élèves. J'ai perçu une quantité croissante d'hostilité à laquelle je devais faire face de la part des autres enfants. Au moment où j'ai quitté le lycée, j'étais définitivement considérée comme un monstre par une grande partie de la population étudiante. Kaczynski entre donc à l'université de Harvard à l'automne 1958 alors qu'il n'a que 16 ans. Toute la période de l'université est très importante pour la suite de son évolution. Il va y passer des années jusqu'à ses 25 ans et l'obtention de son doctorat en mathématiques. Il sera d'abord inscrit à Harvard, puis à partir de l'année 62 à l'université du Michigan, et là-bas, ses résultats scolaires seront très bons sans non plus être absolument extraordinaires. Mais c'est pas franchement ce qui m'intéresse ici. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir que d'un point de vue externe, on constate que Kaczynski est un jeune homme qui a toujours du mal à s'intégrer. Il se dispute de plus en plus souvent avec sa famille, que ce soit ses parents ou son frère. Il a tendance à les décrire de façon plutôt péjorative. Sa mère a un tempérament d'artiste, son père serait un extraverti qu'il respecte moins que sa mère, et David, son petit frère, lui est inférieur en intelligence et en force de volonté. Je me demande bien pourquoi leur relation était si tendue, tiens. Au sein même de l'université, c'est pas tellement mieux. Kaczynski reste très isolé, il a peu de relations avec d'autres personnes. Il va par exemple vivre un moment en colocation avec d'autres étudiants, mais très vite il veut quitter le bâtiment parce qu'il est gêné par le bruit ambiant, enfin, pas n'importe quel bruit. C'est surtout les moments où il entend ses camarades lorsqu'ils ont des relations sexuelles qui l'exaspèrent. Retenez bien cette information parce qu'elle prendra, je crois, plus de sens plus tard. C'est donc à cette période, autour de ses 20 ans, que le monde intérieur de Théodore Kaczynski va commencer à bouillonner.
Il commence à avoir des fantasmes qui le placent en agitateur révolutionnaire, capable de susciter l'engouement des foules qui le suivraient dans son envie de renverser le système. Mais ses rêves se teintent vite d'une colère et d'une rage supplémentaires. Il sait que personne ne le suivra. Depuis toujours, c'est lui, Théodore, contre le reste du monde. Il s'imagine alors rompre totalement contact avec la société. Mais pas seulement. Il commence aussi à avoir envie de se venger. Faire payer au monde son incapacité à exprimer sa colère dont tout le monde se fout. Il commence à se plonger dans des lectures pour s'instruire sur comment survivre hors de toute civilisation. Il apprend par exemple quelles sont les plantes comestibles et il apprécie faire de grandes randonnées. Toute sa rage commence à se cristalliser sur des figures extérieures et il décide de volontairement ne plus se tenir trop informé de ce qui se passe dans le monde. Je devais me discipliner pour éviter de lire les journaux, sauf occasionnellement, parce que sinon, je développerais une colère trop tendue et frustrée contre les politiciens, les dictateurs, les hommes d'affaires, les scientifiques, les communistes, etc. Beaucoup de rumeurs courent sur le fait que Kaczynski aurait également, à cette période, subi des expérimentations d'un de ses professeurs, Henri Murray, en rapport avec le projet MKUltra. Si vous ne connaissez pas encore le projet MKUltra, ce qui doit être assez rare, je pense, accrochez-vous à votre chaise parce que vous n'êtes pas prêts. Il s'agit de l'un des projets top secrets qui ont été menés par la CIA dans les années 60 et évidemment révélés bien plus tard, qui consistait à chercher des techniques de manipulation mentale. Ils ont notamment fait prendre du LSD à des sujets qui n'étaient pas toujours au courant et c'est vraiment l'un des projets les plus abjects que l'on connaisse de la CIA. C'est aussi l'un des plus grands fiascos puisque honnêtement, à part ruiner la vie de plusieurs innocents, ça n'a officiellement mené à rien. Franchement, je pourrais parler des heures de ce truc tellement c'est complètement dingue et c'est vraiment 100% vrai, hein. C'est pas juste une légende urbaine, mais je vais pas le faire dans cette vidéo parce que honnêtement, dans le dossier Théodore Kaczynski, je suis pas sûre que ce soit une information vraiment pertinente. Il n'existe aucune trace, aucun élément qui puisse permettre d'affirmer que Kaczynski a bel et bien été soumis à ce genre d'expérimentation. Alors, le doute est quand même permis parce que y a beaucoup de documents de la CIA à propos de ces expériences qui ont été détruits, que on sait qu'ils ont mené des recherches dans certaines universités américaines et aussi dans des hôpitaux et des prisons d'ailleurs, et que comme je vous disais, les sujets n'étaient pas toujours avertis, qu'on les utilisait comme cobayes, mais en fait, ce qu'on voit quand on creuse un petit peu le sujet, c'est qu'on n'a même pas besoin d'aller sur le terrain du MKUltra. Le professeur Murray, qui a donc utilisé Kaczynski ainsi qu'une vingtaine d'autres étudiants pour mener son étude, il conduisait des expériences de psychologie déjà assez bizarres en soi. Lui, en gros, ce qu'il étudiait, c'était les réactions face au stress intense. Mais dans les faits, il n'a pas étudié ça par le biais de mise en scène ni de façon vraiment immersive. En gros, la majorité de ses études consistaient en des entretiens ou des questionnaires avec des questions du genre « Préféreriez-vous vous retrouver dans une pièce remplie de monde ?» ou tout seul dans les bois. Voilà, en gros, c'est ça les études de psychologie qu'il a menées pendant 3 ans sur Kaczynski et sur d'autres jeunes étudiants. Si certains d'entre vous avaient déjà fait ou êtes en train de faire des études de psychologie, je suis certaine que vous avez déjà vous-même servi de sujet pour des études de camarades ou de professeurs. Ça arrive juste hyper fréquemment ce genre de choses dans les universités. La différence, là, c'est que Henri Murray, c'était quand même quelqu'un de reconnu, c'était un expert en interrogatoire et qu'il avait effectivement travaillé avec l'OSS, soit l'ancêtre de la CIA. Alors voilà, je dis pas que c'est sûr à 100% que Théodore Kaczynski n'a pas été un sujet d'une expérimentation de la CIA, mais je dis juste qu'il n'y a pas vraiment d'éléments qui permettent de l'affirmer et d'ailleurs, lui-même l'a totalement démenti. La plupart des choses qu'on raconte sur moi sont purement fictionnelles. Parmi tant d'autres, il paraît qu'on a fait croire aux gens une fable selon laquelle le professeur Murray de Harvard m'aurait torturé dans le cadre du projet MKUltra de la CIA. La vérité, c'est que durant toute l'étude de Murray, il n'y a eu qu'une seule et unique expérience déplaisante. Elle a duré environ une demi-heure et ne pourrait être qualifiée de torture même dans le sens le plus lâche du terme. La plus grande partie de l'étude de Murray a consisté en entretiens et à remplir des questionnaires de personnalité. La CIA n'était pas impliquée. A l'inverse, ça a clairement été la stratégie des avocats de Kaczynski de tenter de mettre tout sur le dos de ces fameuses expériences pour expliquer ses gestes et tenter d'une certaine façon de le dédouaner. Il faut vraiment faire très attention à pas se laisser prendre au jeu du complotisme qui peut finalement venir un peu gommer la réelle responsabilité d'un tueur terroriste.
Enfin ça, c'est toute la question de la responsabilité de Kaczynski dont on reparlera un petit peu plus tard. Bref, ça pourrait être très intéressant de discuter longtemps de la possibilité que tout ça soit vrai ou faux, mais au final, on connaîtra certainement jamais le fin mot de l'histoire. Chacun se fera son avis. Moi, je pense qu'il y a effectivement eu plein d'expériences absolument affreuses avec ce programme, mais par contre, je pense pas que Theodore Kaczynski en ait fait partie. A l'inverse, ça n'enlève en rien la possibilité que les 3 années d'expérience avec Murray aient pu avoir un impact négatif sur lui. Ça, réellement, ça reste tout à fait possible. Par contre, j'en ai pas terminé avec la période de l'université. Donc comme je vous le disais, Kaczynski rêvait de plus en plus de s'éloigner de la société. Il se renseignait dans les livres sur la survie dans la nature, et puis aussi, il a commencé à se mettre à la recherche d'un terrain à acheter pour pouvoir vivre à l'écart de la civilisation. Et puis c'est aussi pendant ces années-là qu'il va commencer une grande phase de remise en question, puisque au cours de sa 4e année, il y a un épisode qui dure plusieurs semaines, pendant lequel Kaczynski se sent très fortement excité sur le plan sexuel en s'imaginant être une femme. C'est un point très particulier là déjà parce que ça dure visiblement que quelques semaines, mais surtout parce que ça ressemble pas vraiment à un trouble de l'identité de genre. C'est-à-dire que Theodore Kaczynski, il ne semble pas à ce moment-là se dire en fait, je me sens femme très profondément, intérieurement, et j'ai le sentiment d'être née dans une enveloppe corporelle qui n'est pas en adéquation avec ce que je ressens. Je vous schématise, parce que en vrai, le genre et l'identité de genre, c'est encore plus complexe que ça, mais bon. Mais non, lui, en fait, c'est que tout d'un coup, ça l'excite sexuellement de s'imaginer être une femme. C'est un ressenti tellement puissant qu'il va envisager de faire des démarches pour faire une vaginoplastie, donc un changement de sexe, et qui va prendre rendez-vous avec un psychiatre pour débuter cette transition. Il se rend donc à ce rendez-vous déterminé à tromper le psychiatre, à le duper en lui faisant croire qu'il a un trouble de l'identité de genre, alors que en réalité il est totalement conscient que ses motivations sont purement sexuelles, sauf que dans la salle d'attente il change totalement d'avis et finalement il va uniquement parler du fait qu'il se sent déprimé au médecin parce qu'il a peur d'être enrôlé dans l'armée. Bref, il évite complètement le sujet, et voici ce qu'il a déclaré plus tard. Alors que je m'éloignais du bâtiment par la suite, je me sentais dégoûtée de ce que mes envies sexuelles incontrôlées m'avaient presque amenée à faire. Je me sentais humiliée et je détestais violemment le psychiatre. C'est alors qu'est survenu un tournant majeur dans ma vie. Comme un phénix, j'ai éclaté des cendres de mon désespoir vers un nouvel espoir glorieux. Je pensais que je voulais tuer ce psychiatre parce que l'avenir me paraissait complètement vide. Je sentais que je m'en ficherais si je mourais. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas vraiment tuer le psychiatre et tous les autres que je déteste? Ce qui est important, ce ne sont pas les mots qui me traversent l'esprit, mais ce que je ressens à leur sujet. Ce qui était entièrement nouveau, c'était le fait que je sentais vraiment que je pouvais tuer quelqu'un. Mon désespoir même m'avait libérée, parce que je ne me souciais plus de la mort. Je ne me souciais plus des conséquences, et je me disais que je pouvais vraiment sortir de mon ornière et faire des choses audacieuses, irresponsables ou criminelles. Ma première pensée a été de tuer quelqu'un que je détestais, puis de me suicider. Mais j'ai pensé que je ne pouvais pas renoncer si facilement. Alors, j'ai décidé que je tuerais, en faisant quelques efforts pour éviter d'être détectée, afin de pouvoir tuer à nouveau. Je ferais ce que j'ai toujours voulu, aller au Canada, pour vivre dans les bois avec mon fusil. Et si ça ne devait pas fonctionner, je pourrais toujours revenir à la civilisation avant de mourir de faim. Je reviendrai et je tuerai quelqu'un que je déteste. Là, on voit bien tout à coup qu'un cap a été franchi pour Kaczynski. On est passé de « je me sens pas bien en contact avec les autres, j'ai envie d'aller vivre en ermite dans les bois » à « j'en ai plus rien à faire de vivre ou de mourir, alors pourquoi ne pas buter tous les gens que j'aime pas ?» Cette pensée, elle semble profondément empreinte de traits dépressifs, de ne plus avoir de considération pour sa propre vie, tout voir en noir au point même de se dire « je vais entraîner d'autres personnes dans ma chute ». Mais elle est également pleine d'irrationalité, évidemment, elle est dénuée complètement d'empathie et extrêmement narcissique aussi, puisque finalement, Kaczynski, il ne voit toute cette situation qu'à travers son regard. Il est à 100% tourné vers lui. Il se fiche visiblement de savoir si les personnes qu'il compte tuer veulent vivre ou pas, ça c'est une idée qui semble même pas lui traverser l'esprit. Et on verra encore par la suite, il se sent constamment supérieur aux autres et il est incapable ou presque de changer de point de vue, c'est toujours le sien, il ne peut pas prendre du recul ou essayer de changer de perspective sur sa situation. Et vous voyez comment progressivement tout son mal-être va se retourner contre le monde extérieur.
Lui, il ne se remet pas en question, dans sa tête, il est parfait, et il a toujours raison. Et puisqu'on en est aussi à la question des fantasmes sexuels de Kaczynski, il faut savoir aussi que toute sa vie, depuis l'adolescence et surtout le moment de l'université, il va développer pas mal de préoccupations autour des femmes. En fait, ce qui se passe, c'est que Kaczynski il a des tendances érotomanes. Je sais pas si vous connaissez ce terme, mais en gros, les érotomanes, ce sont des gens qui vont être persuadés, mais vraiment persuadés qu'une personne, ça peut être leur collègue, leur voisine, ou bien Angelina Jolie ou Brad Pitt à la télévision, est folle amoureuse d'eux. Voilà, c'est un trouble psychotique puisqu'il y a une vraie rupture avec la réalité et c'est aussi un trouble qui est assez dangereux parce que ce sont des personnes qui vont développer une vraie obsession pour leur cible avec de la jalousie, des sincères sentiments de trahison, enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui, quand il n'est pas encadré, peut prendre de grandes proportions. Alors dans le cas de Kaczynski, c'est pas aussi énorme que ça, mais si vous voulez, c'est un homme qui va très vite s'attacher, notamment aux femmes, dès qu'il y a un petit peu de flirt, mais aussi avec les autres personnes, que ce soit des hommes ou femmes sur un plan amical, et il va être persuadé que cet attachement est réciproque. Donc vous imaginez bien qu'il est fréquemment déçu parce qu'il ne comprend pas pourquoi ça fonctionne pas avec une femme qu'il a rencontrée une seule fois. C'est totalement au-delà de sa compréhension et en plus ça s'appuie sur le fait qu'une fois quand il était ado, vers l'âge de 15 ans, il y a une femme plus âgée qui lui aurait dit un truc du genre oui tu es vraiment très beau garçon, t'as de très beaux yeux. Et lui, il a pris ça comme une vérité universelle, c'est-à-dire que si cette femme lui a dit ça, c'est que toutes les femmes pensent pareil. C'est qu'il est objectivement attirant physiquement. Et en partant de ce principe très simple pour lui, c'est normal que du coup, toutes les femmes qu'il rencontre soient folles de lui. Je crois vraiment que malgré l'intelligence qu'il pouvait avoir sur certains domaines, qui étaient très logiques et rationnels, au-delà de ça, Kaczynski était complètement largué. Tout ce qui ne pouvait pas se calculer de manière mathématique, qui était bien structuré, ça n'existait pas en fait. Ce point-là a amené certaines personnes à faire la supposition que Théodore Kaczynski serait atteint de troubles du spectre autistique. J'utilise ce terme plutôt que dire autisme parce que je crois que c'est un petit peu plus juste étant donné qu'il existe une multitude de formes du trouble autistique. Alors c'est franchement vraiment pas ma spécialité donc je vais pas pouvoir vous expliquer en détail ces troubles-là. Mais c'est vrai qu'il existe certaines formes de neuroatypie où le sujet a des grandes compétences en logique, en calcul, tout ce qui est vraiment de l'ordre du savoir rigide, tandis qu'on va constater des difficultés dans le lien social. C'est d'ailleurs un peu la représentation la plus connue et la plus cliché de l'autisme. Bref, sachez que c'est une hypothèse qui est assez fréquemment évoquée concernant Théodore Kaczynski. Moi honnêtement, je suis vraiment pas assez calée pour m'exprimer sur le sujet, mais par contre, ce que je peux dire, c'est qu'on voit bien qu'il était vraiment à l'aise avec les choses qui étaient immuables et beaucoup moins avec tout ce qui avait rapport à la subjectivité d'un être humain et dans les relations à l'autre. Et ça, que ça provienne d'un trouble du spectre autistique ou non, ça montre surtout qu'il y a vraiment un manque de flexibilité et une difficulté à lâcher prise sur ce qu'on ne contrôle pas. Je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur la rigidité de la personnalité de Kaczynski dans sa façon de fonctionner et de voir le monde. Et ça me fait aussi penser qu'en psychologie, on associe beaucoup cette capacité de contrôle ou non à une relation saine à la mère dans la petite enfance. Alors ceux qui me regardent et qui ont fait de la psychologie du développement, je compte sur vous pour nous éclairer sur ce point dans les commentaires parce que, encore une fois, c'est pas ma spécialité. Mais moi je me demandais si on pouvait pas établir un lien entre ce moment d'abandon traumatique quand il était bébé et ensuite ces grosses angoisses de séparation qui ont été décrites par sa mère avec le fait que par la suite il va avoir ces tendances d'hyper-attachement avec des personnes mais aussi qu'il va avoir du mal à percevoir et à comprendre les choses qu'il ne contrôle pas. Alors voilà, finalement Théodore Kaczynski décroche son doctorat en mathématiques et il devient professeur d'université en 1967. À partir de ce moment-là, il met sur pied un plan qu'il avait commencé à élaborer dans son coin depuis quelques temps. L'objectif c'est de travailler pendant 2 ans pour mettre de l'argent de côté, argent qui lui servira ensuite à s'acheter un bout de terrain vierge quelque part dans la nature et d'y construire une cabane. Fidèle à ce plan, il va donc travailler pendant 2 ans à Berkeley avant de démissionner et de déménager pour retourner vivre chez ses parents à Lombard dans l'Illinois en 1969. Là-bas, il travaille dans une usine de découpe de mousse pour continuer à mettre un petit peu de sous de côté le temps de trouver le parfait terrain. Mais problème, il tombe amoureux de la gérante de cette usine et finit par être licencié pour
comportement déplacé. En fait, ce qui va se passer avec cette femme, c'est qu'ils vont visiblement aller à 3 rendez-vous galants, mais que la relation n'est pas allée plus loin. Ce rejet aurait conduit Kaczynski à avoir des pensées suicidaires. Il raconte avoir envisagé la pendaison, puis s'être ravisé et avoir développé une colère intense à l'encontre de cette femme et avoir pris la décision de la défigurer avec un couteau. Ouais, quand je vous disais qu'un érotomane ça peut être dangereux, je blaguais pas. Bref, la femme n'a heureusement pas été agressée physiquement, mais par contre, Kaczynski a laissé des mots extrêmement injurieux à son encontre, qu'il a affiché un petit peu partout dans l'usine, et il s'est fait virer à cause de ça, par son frère qui était son supérieur dans l'usine. Je pense même qu'on peut sincèrement parler de misogynie dans le cas de Kaczynski parce que on voit que à de nombreuses reprises, il va considérer les femmes comme lui appartenant, à peine qu'il les a rencontrées. C'est vraiment un comportement qui tend à chosifier l'autre, à lui retirer son libre arbitre, et comme on le voit, si une femme ose ne pas ressentir la même attirance que lui à son égard, il devient extrêmement violent, il se met à harceler, menacer, voire agresser. À cette même époque, donc au tout début des années 70, Theodor Kaczynski commence à beaucoup écrire sur le thème des progrès scientifiques et technologiques qui, selon lui, entraîneront l'extinction des libertés individuelles. Il va écrire un essai dans lequel il aborde les questions de la propagande, du développement émotionnel des enfants, du conditionnement opérant, du contrôle physique des émotions via des électrodes et autres avancées techniques, du biofeedback, des pilules de mémoire, du génie génétique, du développement d'ordinateurs dotés de capacités intellectuelles au-delà de tout ce que les humains sont capables et des dispositifs de surveillance. Si ces questionnements sont tout à fait pertinents et intéressants, c'est vrai c'est très bien de s'interroger sur l'intrusivité des nouvelles technologies dans notre sphère privée et de réfléchir aux conséquences qui peuvent en découler. Le souci c'est que Kaczynski, lui, il est beaucoup plus réfractaire et radical. Sa solution, c'est que le peuple refuse tout en bloc, s'oppose au gouvernement mais aussi aux grosses compagnies qui œuvrent pour le développement des technologies. C'est un peu dans ce but qu'il va écrire son essai, avec comme espoir de pouvoir diffuser ses idées à d'autres personnes, mais en même temps il reste assez lucide sur le fait qu'il est complètement à contre-courant, donc ça va faire que renforcer son envie de s'extraire de la société. C'est vrai que je ne m'intégrerai de toute façon pas dans la société actuelle, mais ce n'est pas une situation intolérable. Ce qui rend une situation intolérable, c'est le fait que selon toute probabilité, les valeurs que je déteste seront bientôt atteintes grâce à la science. Une victoire tout à fait complète et permanente dans le monde entier, avec une extraction totale de tout ce que j'apprécie. Grâce à des ordinateurs surhumains et au contrôle de l'esprit, il n'y aura tout simplement pas de place pour qu'une personne rebelle se cache, et les gens comme moi disparaîtront à jamais de la Terre. Ce n'est pas seulement le fait que je ne puisse pas m'intégrer dans la société qui m'a incité à me rebeller, aussi violemment que je l'ai fait, mais de voir cette société rendue possible par la science qui s'imposait à moi inexorablement. Finalement, en 1971, il réalise son rêve en s'achetant un bout de terrain dans le Montana, pas très loin de la frontière canadienne, et c'est là-bas qu'il va construire sa cabane dans laquelle il vivra jusqu'à son arrestation en 1996. La cabane mesurait environ 12 mètres carrés et il n'y avait ni électricité ni eau courante. Elle n'était équipée que d'un poêle à bois pour se chauffer. Isolé, Kaczynski se sent mieux, mais le terrain qu'il a acheté n'est tout de même pas en pleine nature. Il y a une petite route qui passe pas très loin de sa cabane. Il a des voisins qu'il croise parfois. L'un d'entre eux a une scierie à bois. Et toutes ces choses génèrent parfois du bruit qui l'agace de plus en plus. Certaines de ses connaissances de l'époque ont témoigné et raconté comment il s'était énervé sur la machine de la scierie et l'avait sabotée pour l'empêcher de fonctionner. Idem pour les gens qui venaient faire de la motocross dans la forêt et contre lesquels Kaczynski sentait des envies de violence monter, ce qui l'a poussé à prendre une sorte de petite hache et d'aller complètement détruire la cabane qui leur appartenait pour se venger. Ce point peut paraître anecdotique, mais je me suis demandé, en faisant mes recherches, si Kaczynski ne serait pas atteint de misophonie. Vous vous rappelez, je vous avais dit que lorsqu'il était en colloque à la fac, il avait déjà montré des signes d'exaspération profonde quant au bruit de ses camarades. Et aussi par la suite en prison, il aura encore les mêmes plaintes vis-à-vis des autres détenus. Alors je vous ai déjà fait une vidéo entièrement dédiée à la misophonie, puisque c'est un trouble que je connais bien, étant donné que je vis avec moi aussi. Et j'avais envie de le préciser dans cette vidéo, j'ai vraiment l'impression qu'il avait aussi ce problème et que dans une petite mesure, ça a pu jouer un rôle dans la colère et la rage qu'il éprouvait au quotidien
et du coup dans son envie de vivre entièrement isolé. Dans la grande majorité du temps, donc, Kaczynski va vivre en ermite. Il va aussi parfois aller travailler pour avoir un petit peu d'argent, mais c'est assez rare. Et le reste du temps, il est au chômage et ses principales occupations sont la survie, l'écriture et la confection des bombes artisanales qu'il va envoyer par colis piégés. Ces bombes, elles sont faites avec des pièces de récup et beaucoup de bois, ce qui va pas mal interroger les enquêteurs au fur et à mesure qu'ils vont voir ces bombes apparaître. On va se demander si cet usage-là, il est fait dans un but particulier, si ça véhicule un message, et on va voir qu'au fil des années, la dangerosité de ces bombes va augmenter, puisque les premières, elles font assez peu de dégâts, mais plus on avance dans le temps et plus elles vont devenir létales. Tout ça prouve que celui qui les fabrique n'est pas un expert, mais plutôt qu'il apprend sur le tas et qu'il tâtonne pour trouver la meilleure recette. D'ailleurs, on découvrira un petit peu plus tard lors de la perquisition dans la cabane qu'il prenait énormément de notes à chaque confection de bombes pour pouvoir étudier par la suite ce qui avait bien fonctionné ou pas. Ces bombes, elles vont évidemment être décortiquées par les enquêteurs pour essayer d'y trouver le moindre indice. Et il y a plusieurs choses à noter. D'abord, très souvent, on retrouve à l'intérieur une petite pièce en métal sur laquelle sont gravées les initiales FC, ce qui donnera lieu à de nombreuses théories avant que Kaczynski lui-même le nomme le Freedom Club, soit le club de la liberté. Et puis aussi, on a beau chercher, on ne trouve aucune empreinte digitale sur les pièces qui constituent la bombe, aucun cheveu, aucune trace possible du créateur, sauf qu'il va arriver que Kaczynski place délibérément des leurres pour induire les enquêteurs sur des fausses pistes. Par exemple, il va mettre des cheveux qui ne sont pas à lui dans la bombe, ou alors il va coller des semelles différentes des siennes sous ses chaussures pour faire comme si le tueur avait des pieds plus petits que les siens. Les personnes qui sont visées par Kaczynski étaient principalement des gens qui travaillaient dans des universités, des scientifiques, des personnes éduquées qui travaillaient dans le progrès, ainsi que des grosses entreprises ou encore des compagnies d'aviation, d'où le nom qui lui a été donné du Unabomber pour Université et Airlines Bomber. Par contre, les victimes précises, elles étaient plus ou moins choisies au hasard dans des listes et des livres qu'il empruntait à la bibliothèque. On sait aussi qu'il y avait une dimension sexuelle, une excitation à l'idée de tuer. C'est sur ce point notamment qu'on voit la proximité de Kaczynski avec les tueurs en série plus classiques. Comme il notait toutes ces observations et ces remarques suite à l'explosion des bombes, on peut voir qu'il y avait vraiment une absence notable d'empathie pour les victimes. Alors Kaczynski, il écrivait énormément, il passait littéralement des heures chaque jour à noter ses remarques et à développer son idéologie avec évidemment une redondance dans ses propos dont il ne semblait pas spécialement être conscient. Les experts psy qui l'ont évalué après son arrestation ont d'ailleurs noté cette redondance, ainsi que l'évocation de fantasmes qui semblent assez difficiles à différencier d'hallucinations. Voici une citation qui illustre plutôt bien tout ça. Au moment où j'ai éclaté dans la violence et tué le psychologue ou une autre figure similaire, j'ai ressenti un grand sentiment de soulagement et de libération. Malheureusement, les gens que je tuais habituellement revenaient à la vie très rapidement. Ils ne restaient tout simplement pas morts. Je me réveillais avec un agréable sentiment de libération d'avoir fait irruption dans la violence, mais en même temps avec une certaine frustration face au fait que mes victimes ne restaient pas mortes. Cependant, au cours de certains rêves, en faisant un gros effort de volonté dans mon sommeil, j'ai pu faire en sorte que mes victimes restent mortes. Je pense qu'au fil des années, la fréquence avec laquelle j'ai pu faire en sorte que mes victimes restent mortes par l'effort de ma volonté a augmenté. Il semble aussi qu'il ait souhaité tout écrire dans l'idée que s'il se ferait attraper un jour, ces notes serviraient à prouver qu'il n'était pas fou, et pourtant c'est plutôt l'effet inverse qui s'est produit, bien que Kaczynski ait toujours été farouchement opposé à cette explication-là. Parmi les motivations de ses actes, il évoque aussi lui-même les causes environnementales. Tout ça s'inscrit dans un contexte particulier dans les années 90 puisqu'il y a d'autres mouvements écologistes radicaux comme Earth First qui mènent des actions coup de poing violentes, ce qui était relativement nouveau par rapport à ce thème qui avant était généralement, jusque-là en tout cas, très pacifiste. Et Kaczynski va donc utiliser tout ça et dire qu'il est sensible à ces actions pour faire croire qu'il fait partie d'un de ces groupes et ainsi brouiller les pistes pour induire les enquêteurs sur le fait qu'il n'est pas une personne isolée mais qu'il appartiendrait à une organisation. Au début des années 90, il y a un événement plus personnel qui intervient aussi dans la vie de Kaczynski. Son père se suicide d'une balle dans la tête suite au pronostic très négatif d'un cancer.
On sait qu'à cette période et depuis pas mal d'années déjà, Ted il entretient une relation assez ambivalente avec sa famille, ils sont en mauvais termes et Kaczynski les accuse de violences psychologiques durant son enfance, mais ils échangent quand même des lettres de façon très ponctuelle. C'est intéressant de voir à quel point Kaczynski recrée son passé, ce qu'il considère comme des violences semble n'avoir été en fait que des petites brimades sans importance, du genre sa mère qui lui disait de ranger sa chambre ou de pas laisser traîner ses chaussettes à la maison. Mais lui, il les interprète vraiment comme une hostilité de la part de sa famille et il estime avoir été maltraité psychologiquement. Bref, tout ça pour dire que donc, quand il a appris la mort de son père, ce suicide, qui ne faisait pas spécialement suite à une dépression, on sait pas forcément comment il a réagi, mais en tout cas c'est un événement qui a pu éventuellement jouer un rôle sur ses propres troubles de l'humeur. En 1994, Kaczynski tue sa troisième victime, il s'agit de Thomas Mosser qui travaillait comme publicitaire et qui pour le terroriste participait à la manipulation mentale de masse. Suite à ce meurtre, Kaczynski envoie un courrier au FBI pour passer un deal. Il leur propose d'arrêter les attaques terroristes s'ils acceptent de diffuser son manifeste qui prône la destruction du système industriel, un petit peu de la même façon que le fera Virgile Solal dans la série audio Impact. Ça indique un changement de comportement puisque même si c'est pas la première revendication de l'Unabomber, il va utiliser sa notoriété et les dégâts créés par la bombe afin de faire du chantage pour répandre son idéologie. Il y a clairement la volonté de porter sa voix pour toucher la société américaine entière, du coup les enquêteurs sont partagés entre accepter de jouer le jeu du terroriste ou non. Certains se disent non, on ne peut pas se plier à ces règles, et d'autres pensent que oui, il faut accéder à ces demandes parce que sinon, ils auront d'autres victimes sur la conscience. Et puis va venir un autre argument, si on diffuse ce manifeste, qui est un support très long par rapport aux peu de choses qu'on avait de sa main jusqu'ici, c'est quasiment sûr que quelqu'un le reconnaîtra par son style d'écriture, ses formulations, etc. Il y a donc des chances de l'identifier, et finalement la décision est prise de diffuser le manifeste. Le New York Times et le Washington Post explosent leur record de vente avec cette édition. C'est suite à la publication de ce pamphlet que la belle-sœur de Kaczynski, Linda, sera la première à reconnaître la manière de parler de Ted et elle va convaincre son mari, David, le frère de Kaczynski, d'aller chercher dans leurs propres documents pour comparer. A priori, David ne veut pas croire que le Unabomber puisse être son frère, mais après avoir lu plusieurs des lettres qui lui ont été envoyées par Kaczynski et comparées avec le manifeste du terroriste, il reconnaît qu'il y a des ressemblances qui sont troublantes. Le couple contacte donc la police, des linguistes analysent les lettres et ils arrivent à la conclusion qu'il y a de très fortes chances qu'il s'agisse bien de l'auteur du manifeste. C'est suite à tout ça que le FBI va encercler la cabane de Kaczynski le 3 avril 1996 et qu'il est mis en état d'arrestation. Dans sa cabane, on trouve énormément d'éléments à charge, il y a ses carnets, son manifeste, des traces d'engins explosifs et pire encore, une bombe prête à exploser. Et malgré ça, Kaczynski nie toujours être le Unabomber. C'est quand même ainsi que prennent fin 2 décennies de terreur, la plus longue et la plus grande chasse à l'homme qui ait existé aux États-Unis. Les victimes et les familles des victimes peuvent enfin espérer obtenir des réponses, si ce n'est une réparation pour leur traumatisme. Une fois arrêté, Kaczynski nie les faits, mais les preuves, comme je vous disais, sont accablantes. En détention provisoire, il va subir des évaluations psychologiques et psychiatriques dans le but d'établir sa responsabilité pénale, c'est-à-dire si on estime qu'il a un discernement de la portée de ses crimes et de façon plus générale du bien et du mal. Les résultats de ces expertises sont pour le moins étonnantes parce que la grande majorité des experts qui vont voir Kaczynski lui diagnostiquent un trouble schizophrénique, des troubles de la personnalité paranoïaque, différents troubles de la personnalité, mais aussi, comme je vous disais, un trouble qui peut appartenir au spectre autistique, des troubles de l'identité de genre, des troubles de l'humeur, de l'anxiété, des traits dépressifs.
mais du fait de son intelligence qui est elle aussi évaluée à environ 136-137 points de QI, ce qui est vraiment très très élevé puisque on se retrouve là plus de 2 écarts types au-dessus de la moyenne, et ben on le déclare finalement responsable de ses actes sur le plan pénal. Alors je trouve que c'est une conclusion qui peut sembler un peu difficile à comprendre parce que finalement, quand on est dans des troubles psychotiques comme ceux diagnostiqués à Kaczynski avec une rigidité de la pensée et une incapacité visiblement à se mettre à la place d'autrui, induite par ces troubles psychiques importants, ça me semble assez contradictoire ou en opposition avec la responsabilité pénale. Et je crois aussi que c'est la toute première fois que j'entends l'argument d'intelligence surpasser celui de la stabilité psychiatrique. S'il est indéniable qu'il souffre de graves troubles schizophréniques à délire paranoïaque, cependant dû à sa formation et son intelligence nettement au-dessus de la moyenne, il est capable de faire des choix et d'avoir conscience des conséquences de ceux-ci. C'est pourquoi il n'a pas été déclaré pénalement irresponsable. Je trouve que c'est super intéressant d'analyser les actes et les comportements d'une personne sous les prismes à la fois des troubles mentaux et de l'intelligence et de voir comment le délire paranoïaque et la rupture avec le monde induit par la schizophrénie ont pu s'organiser d'une manière aussi efficiente afin de continuer ce combat en s'améliorant à chaque fois dans la construction des bombes, en faisant en sorte de ne jamais être inquiété. Et c'est pas tant la notion de la responsabilité pénale sur laquelle j'ai un doute que sur le poids des diagnostics qui ont été posés, notamment la question de la schizophrénie. Ou alors, il faudrait vraiment nuancer les critères de diagnostic qu'on utilise généralement parce que ça me semble étrangement à la fois compatible et incompatible avec la réalisation de ces actes. Lors des audiences préliminaires, un nouveau rebondissement change la donne lorsque Kaczynski s'oppose à ses avocats car il comprend que ceux-ci vont orienter toute leur défense sur ses troubles psychiatriques. Comme il refuse d'être présenté comme fou, il demande à changer d'avocat ou à pouvoir se défendre lui-même, mais ses demandes sont rejetées. Le soir même, dans sa cellule, il fait une tentative de suicide. Il va ensuite être évalué peu de temps après par une psychologue qui écrit qu'il n'a, au moment de leur rencontre, plus d'envie suicidaire et que son acte était une réaction de désespoir. Et que bien que ce soit pas la première fois qu'il ait des envies suicidaires, ça traduit pas chez lui une envie de mourir, mais plutôt son incapacité à faire face à une perte de contrôle de la situation. C'est donc avec cette volonté de reprendre le contrôle sur son destin pour ne pas laisser à un jury la tâche de décider de sa culpabilité ou non qu'il décide de changer de stratégie et la veille du procès, il choisit de plaider coupable. Alors vous avez l'habitude maintenant, vous savez ce que ça veut dire, hein. C'est généralement une tactique qui permet à l'accusé de faire un pas en avant, de montrer sa bonne volonté afin d'éviter la peine de mort. Le 14 mai 1998, Kaczynski est condamné à payer 15 millions de dollars de dommages et intérêts pour ses victimes et aussi à une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération. Il est immédiatement placé en détention dans la prison de Florence, une prison de très haute sécurité dite Supermax. Supermax, c'est vraiment le maximum de sécurité, c'est l'isolement total par rapport au reste du monde carcéral, ce qui est finalement une formule qui correspond plutôt bien à Kaczynski parce que même s'il n'est pas dans sa nature bien-aimée, il se retrouve à nouveau dans une position d'ermite avec autant voire plus de confort qu'il n'en avait dans sa cabine. Depuis qu'il est emprisonné, Kaczynski continue de tenir plus ou moins le même discours qu'avant son arrestation. Selon lui, il ne changera jamais ses idées. Comme il en a le temps en plus, il continue à écrire et il cherche à diffuser ses idées. Il a d'ailleurs déjà publié plusieurs articles et des livres depuis sa cellule. On arrive à la conclusion de cette vidéo. Alors, le cas de Theodor Kaczynski est intéressant parce que, au fond, le message qu'il voulait faire passer est plutôt juste et intéressant. Mais peut-on recourir à la violence pour faire passer un message, si important soit-il ? Pour moi, la réponse est évidemment non. Il doit forcément y avoir des limites à ne pas dépasser. La violence physique, c'en est une pour moi. On peut s'exprimer, on peut écrire des articles, on peut écrire des romans, faire des documentaires, des films, etc. pour informer les gens, pour les inviter à réfléchir à des problématiques et pourquoi pas tenter de les convaincre. On le voit, hein, les idéaux politiques de hier ne sont plus les mêmes que ceux d'aujourd'hui. Je pense qu'on peut s'engager pour un changement, on peut s'engager contre le système si on le juge corrompu, mais tuer ne sera jamais la bonne solution. C'est inacceptable en toutes circonstances et accepter qu'on puisse avoir recours à la force pour imposer une idéologie, c'est la porte ouverte à tous les débordements.
D'un point de vue juridique et même philosophique, on peut se poser la question de la légitime défense. Alors si dans le cas de Kaczynski, la réponse elle est évidemment non, on pourrait voir que dans des situations fictives, comme dans Impact par exemple, elle est pertinente. Et dans un contexte comme on le vit actuellement, avec les guerres, avec le naufrage écologique, les problématiques sociales, peut-être que ce sont des questions morales qui se poseront bientôt dans la réalité. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère vraiment que ce sujet vous a plu. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur la plateforme de Nextory, c'est là-bas que vous pourrez écouter la série audio Impact. Rendez-vous en barre d'informations pour pouvoir profiter de l'offre premium d'un mois gratuit. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. On se retrouve très prochainement pour le lancement de mon livre La malédiction du Cecil Hotel. J'ai trop hâte de vous rencontrer. Et puis en attendant, comme d'habitude, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières.